L'obscurité de l'espace s'étendait dans toutes les directions, tandis que le vaisseau de guerre terrestre Thunderchild avançait silencieusement aux confins du territoire humain. Sa coque métallique brillait sous la lumière lointaine des étoiles, ses systèmes d'armes dormants, mais prêts à l'emploi. À bord du vaisseau Yai, le capitaine Jack Hayes arpentait la passerelle principale d'un pas assuré, sa haute silhouette témoignant de l'assurance de 15 années passées au sein de la force de défense terrienne. Rapport d'étape, dit-il d'une voix calme mais ferme. Le lieutenant Dave leva les yeux de son écran. Tous les systèmes sont normaux, capitaine. Nous sommes à la limite de la route de patrouille du bras d'Orion. Rien d'anormal sur les scanners. Le capitaine Hayes hocha la tête et regarda l'écran principal montrant le vide infini devant lui. Ces missions de patrouille étaient pour la plupart silencieuses, mais les humains avaient appris depuis longtemps que l'espace recelait de nombreux dangers. Leur planète, la Terre, avec sa gravité écrasante, ses radiations mortelles, ses conditions météorologiques extrêmes et ses innombrables prédateurs, les avait préparés au pire de l'univers. Capitaine, quelque chose arrive sur une fréquence inhabituelle, cria l'officier Patel depuis la station de communication. Ses sourcils noirs se froncèrent de concentration. Ce n'est sur aucun de nos canaux habituels. Hayes se dirigea vers son poste. Est-ce le trafic du Conseil? Non, monsieur. Le schéma ne correspond pas au protocole du Conseil galactique. Le Conseil galactique, une fédération de plus de 200 espèces spatiales, avait clairement indiqué, il y a des siècles, que les humains n'étaient pas les bienvenus. Trop dangereux, trop imprévisibles, disait-il. Évoluer sur un monde de mort qui les rendait naturellement agressifs. Il se lança dans l'analyse, ordonna Hayes. Le lieutenant Ray Miller, expert linguistique du vaisseau, reçut la transmission dans son laboratoire. Un pont plus bas. Ses doigts se déplacèrent à bien rapidement sur les commandes, tandis qu'il examinait l'étrange signal. Après 20 minutes de travail, il appela la passerelle. « Capitaine, vous devez voir ça, » dit Miller, la voix crispée par l'excitation. C'est un appel de détresse. Hayes arriva au labo quelques minutes plus tard. « Qu'avons-nous, lieutenant ?» Miller, un homme mince à regard vif, désigna son écran. « Ce n'est pas dans une langue que nous ayons rencontré, mais cela ressemble à certaines entrées de la base de données galactique que nous empruntées lors de cet incident diplomatique l'année dernière. Pouvez-vous le traduire ?» demanda Hayes. « Des parties, oui. » Miller a tapé une série de commandes. Cela vient d'une espèce appelée les Lumari. Ils vivent au toit d'une planète aquatique nommée Azura, à environ 7 années-lumière de notre frontière. Ils demandent de l'aide. Ils supplient, en fait. Du conseil, Miller secoua la tête. Non, capitaine, de nous, des humains, plus précisément. Hayes haussa les sourcils de surprise. Pourquoi nous contacterait-il? La plupart des espèces évitent tout contact avec la Terre. D'après ce qu'il disait, Miller expliqua en désignant un passage traduit qu'ils sont attaqués par un groupe appelé le Collectif des Ravageurs, des décapiteurs de planètes. Les Lumari envoyèrent des appels de détresse au Conseil pendant des semaines, mais personne ne répondit. Il marqua une pause. Ils trouvèrent de vieux documents sur les humains. Ils expliquèrent que nous étions peut-être dangereux, mais que nous aidions ceux qui en avaient besoin. Hayes fixa le message. Une espèce dont ils n'avaient jamais entendu parler était sur le point de disparaître. Et ils avaient bien placé leur dernier espoir en l'humanité. L'espèce même que la galaxie redoutait. « Préparez un rapport complet, » dit-il finalement. « Je dois contacter le commandement terrestre. » 6 heures plus tard, Hayes se tenait dans la chambre de communication holographique. La lumière bleue du projecteur projetait des ombres nettes, tandis que l'image de l'amiral Kate Wilson apparaissait. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière, son uniforme impeccable malgré l'heure tardive sur Terre. « Faites-moi bien comprendre, capitaine, » dit l'amiral Wilson d'une voix aiguë, même à travers la transmission. Une espèce extraterrestre inconnue a contourné le Conseil pour réclamer notre intervention militaire directe? Oui, amiral.
Les Lumaris sont menacés d'extinction. Les ravageurs ont déjà commencé à assécher leurs océans. Et le Conseil ne fait rien? Rien, madame. Les Lumaris disent qu'ils sont ignorés depuis des semaines. Le visage de l'amiral Wilson se durcit. Le Conseil a clairement indiqué que toute intervention humaine dans des conflits non humains serait perçue comme un acte d'agression. Ils nous ont isolés pendant des siècles parce qu'ils nous craignent. Avec respect, amiral, dit Hayes prudemment. Cette peur pourrait bien être exactement ce dont ces gens ont besoin en ce moment. Wilson resta silencieux un long moment. Tout le monde au commandement terrestre connaissait l'histoire. Lorsque les humains ont atteint les étoiles pour la première fois, les membres du Conseil ont été horrifiés d'apprendre l'existence de la Terre. Une planète dont la gravité était 2 fois supérieure à celle de la plupart des mondes habitables, dangereuse, avec des niveaux d'oxygène toxiques pour de nombreuses espèces, des radiations qui tueraient la plupart des extraterrestres et des prédateurs, qui avaient forcé les humains à devenir des tueurs intelligents et adaptables. Ils disaient que la Terre était un monde de la mort et que ses habitants étaient trop dangereux pour rejoindre la société galactique. Avons-nous la transmission Lumari? Demanda finalement Wilson. Oui, madame. Je vous l'envoie maintenant. L'amiral observa quelque chose, hors champ, et Hayes comprit qu'elle voyait l'appel désespéré d'un monde agonisant. Quand son regard se posa à nouveau sur lui, il avait changé. Le Conseil nous a confinés, a limité notre croissance et nous a traités comme des barbares à cause de la planète qui nous a façonnés, a déclaré Wilson. Mais ils n'ont jamais compris ce que la Terre nous a appris d'autre. La compassion face aux épreuves. La volonté de protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Elle redressa les épaules. Je vais porter cela au président, mais je connais déjà la réponse. Hayes sentit une pression se faire sentir dans sa poitrine. Fierté. Objectif. Détermination. Préparez votre navire, capitaine. Je mobilise la 7e flotte. Nous lançons dans 24 heures. La 7e flotte au complet? Hayes ne put cacher sa surprise. Il s'agissait de 12 navires de guerre, dont l'imposant Dreadnought Sovereign. Si nous devons agir, nous le ferons bien, a déclaré Wilson avec fermeté. Je commanderai depuis le souverain. Si nous devons agir, nous le ferons bien, a déclaré Wilson avec fermeté. Je commanderai depuis le souverain. Cela pourrait déclencher une crise diplomatique avec le Conseil, mais nous ne resterons pas les bras croisés pendant qu'une espèce innocente est anéantie. Ses yeux se croisèrent à travers l'hologramme. L'humanité a été qualifiée de bien des manières par la communauté galactique, capitaine. Dangereuse, imprévisible, violente. Il serait peut-être temps d'ajouter des protecteurs à cette liste. La transmission prit fin, laissant Hayes seul dans la chambre. Il prit une grande inspiration. Pendant des siècles, l'humanité avait accepté le jugement du Conseil, restant à l'intérieur de ses frontières, développant sa propre technologie et bâtissant sa propre société à l'abri des politiques galactiques. Cela allait changer. Sur le monde aquatique d'Azura, l'ancien Taylor traversa à la nage la chambre sacrée des communications. Sa peau bioluminescente palpitait d'un espoir déclinant, tandis qu'il vérifiait une fois de plus l'ancien émetteur. Les grands vaisseaux moissonneurs des ravageurs planaient dans le ciel, visibles même à travers des kilomètres d'eau. Déjà, le niveau des océans baissait, les envahisseurs volant le sang de leur monde. Y a-t-il eu une réponse, ancien? Demanda une jeune Lumari nommée Mira, dont les motifs lumineux trahissaient une peur profonde. Rien du Conseil, répondit Taylor, ses propres lumières s'éteignant de chagrin. Ils nous ont abandonnés. Et les autres, ceux des archives interdites? Taylor s'apprêtait à répondre lorsque l'émetteur s'illumina soudain de données entrantes. Il se précipita vers elle, ses mains à 3 doigts se déplaçant sur les commandes, ses motifs lumineux explosant, en bleu et vert éclatant de choc et d'espoir. « Ils ont répondu », murmura-t-il. « Les mormondeurs ont répondu. » De l'autre côté de la chambre, le PD. Plus ancien historien Lumari, le gardien Vorn, vibrait de couleurs d'avertissement. Les archives disent que ces humains sont dangereux, violents, imprévisibles. Oui, approuva Taylor en lisant le message qui était arrivé.
et les ravageurs sont sur le point de découvrir ce que cela signifie. Les immenses baies de lancement de la station de défense orbitale terrestre bourdonnaient d'activité. 12 vaisseaux de guerre se préparaient, au départ, leurs moteurs réchauffant tandis que les équipages se précipitaient pour charger du ravitaillement. Au cœur de ce chaos contrôlé, flottait le Sovereign, un dreadnought 4 fois plus grand que tout autre vaisseau de la flotte. Sa coque sombre était hérissée de systèmes d'armes et de boucliers énergétiques qui représentaient le meilleur de la technologie militaire humaine. L'amiral Kate Wilson traversait le couloir principal du Sovereign, les officiers s'écartant pour la laisser passer. L'âge l'avait rendue grise, mais son dos restait droit, ses pas assurés. Elle avait combattu lors de 3 conflits frontaliers et connaissait l'odeur de la guerre à venir. « Rapport d'étape » demanda-t-elle en entrant sur la passerelle. Le commandant Lee, son adjoint, lui tendit une tablette. « La flotte sera prête dans 6 heures, amiral. Tous les navires disposent de 3 mois de ravitaillement. Le président a approuvé la mission. » Wilson hocha la tête, scrutant les données. « Dans 6 heures, amiral. Tous les navires disposent de 3 mois de ravitaillement. » Le président a approuvé la mission. Wilson hocha la tête, scrutant les données. « Et le conseil ?» Le visage de Lee se crispa. « Ils ont envoyé un représentant. L'ambassadeur Loren demande à vous parler. »« Bien sûr qu'il le veut, » soupira Wilson. « Envoyez-le dans ma salle d'attente. » Wilson soupira. « Envoyez-le dans ma salle d'attente. » 20 minutes plus tard, Wilson faisait face à la silhouette grande et mince de l'ambassadeur Loran. Sa peau bleutée et ses grands yeux le désignaient comme un Ventari, l'une des espèces fondatrices du Conseil galactique. « Amiral Wilson », commença-t-il, son traducteur traduisant son langage musical en anglais. « Je dois exprimer la profonde inquiétude du Conseil concernant les mouvements de votre flotte. » Wilson garda un visage neutre. « La force de défense terrienne mène des exercices avec vous. Votre 7e flotte au complet ?» Les paupières intérieures de Loran clignèrent rapidement. « Nos renseignements suggèrent que vous vous préparez à intervenir dans une situation au-delà de vos frontières. Cela violerait le traité de Proxima, qui stipule clairement que les humains doivent rester sur leur territoire. Un traité que nous avons signé sous la menace d'une action conjointe du Conseil, lui rappela Wilson. Un traité qui promet également la protection du Conseil à toutes les espèces sensibles. » Loran se tortilla, mal à l'aise. « Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez. »« Les loups-maris » dit Wilson d'un ton neutre, « une espèce pacifique exploitée par les ravageurs pendant que le Conseil ne fait rien. La situation est complexe. » Les mains de Loran gesticulaient nerveusement. Le Conseil débat actuellement de la réponse appropriée. Débat ? La voix de Wilson se durcit. Alors qu'une civilisation entière s'éteint, les Lumari lancent des appels de détresse depuis des semaines. Les ravageurs présentent des défis uniques. Leur technologie, « Je me fiche des défis », l'interrompit Wilson. « Je me soucie du bien et du mal. Les Lumari ont demandé de l'aide. Nous allons les aider. » Loran se raidit. « Amiral, je dois vous informer officiellement que toute action militaire humaine en dehors de votre territoire sera considérée comme une violation de la loi galactique. Les conséquences seraient graves. » Wilson se leva, signalant la fin de la réunion. « C'est noté, ambassadeur. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une mission de sauvetage à organiser. » Après le départ de Loran, Wilson retourna sur la passerelle. L'équipage l'observait, attendant. « Cap sur Azura », ordonna-t-elle. « Déploiement de la flotte au complet. » Dans la salle tactique du souverain, les officiers se rassemblèrent. Autour d'un écran holographique représentant le système Azura, le capitaine Ben Taylor désigna les 3 imposants vaisseaux en orbite autour de la planète bleue. « Ce sont des moissonneurs ravageurs », expliqua Taylor. Son visage était marqué d'une cicatrice datant des guerres de colonisation martienne. Ils utilisent des rayons d'énergie pour extraire des ressources directement des planètes, en l'occurrence de l'eau. « Que savons-nous de leurs armes ?» demanda Wilson. « Pas grand-chose », admit Taylor. « Le Conseil garde les informations sur les ravageurs confidentiels, mais d'après ce que nous avons compris, ils disposent de boucliers énergétiques similaires aux nôtres et d'armes à rayons capables de couper la plupart des matériaux. » Le lieutenant Alex Parker, officier des renseignements de la flotte, s'avança.
Les ravageurs ne sont pas que des pirates, amiral. Ils sont méthodiques. Ils pillent les mondes selon un schéma précis et ne laissent aucun survivant. Wilson plissa les yeux. Puis nous changâmes leur schéma. La porte s'ouvrit et une femme aux cheveux noirs et bouclés entra en trombe. « Amiral, vous devez absolument voir ça », dit le docteur Emma Davis, scientifique en chef de la flotte. Elle connecta sa tablette à l'écran holographique. Une étrange onde apparut. « Qu'est-ce que je vois, docteur ?» demanda Wilson. « C'est une simulation de schéma neuronal », expliqua Davis. « D'après les données biologiques limitées dont nous disposons sur les ravageurs, je pense qu'ils ont une faiblesse. Leurs systèmes neuronaux sont sensibles à des fréquences sonores spécifiques, des fréquences inoffensives pour les humains, mais dévastatrices pour eux. Une arme sonore? C'était ça. Et Taylor parut, sceptique. Plutôt un système de perturbation, corrigea Davis. Cela paralyserait temporairement leurs voies neuronales, mais la fréquence affecterait également la plupart des espèces du Conseil, ce qui pourrait expliquer leur réticence à combattre directement les ravageurs. Wilson sourit légèrement. « Mais pas nous. »« Non, » confirma Davis. « Les voies neuronales humaines ont évolué sur Terre, soumises à des pressions environnementales différentes de celles de la plupart des espèces galactiques. Nous pouvons résister à des fréquences qui paralyseraient autrui. En combien de temps pouvez-vous développer un système de diffusion pour cette fréquence ?» demanda Wilson. Davis réfléchit un instant. « Avec l'aide du chef Rodriguez de l'ingénierie, peut-être 3 jours, mais il faudra le tester. »« Vous avez 2 jours, » dit Wilson fermement. « Nous atteindrons Azura en 4. » Dans la section ingénierie du Thunderchild, le chef Maya Rodriguez essuyait le front en sueur. Autour d'elle, d'énormes moteurs ronronnaient, se préparant au saut à la vitesse de la lumière. Le capitaine Hayes entra, obligé de se baisser légèrement sous les tuyaux qui sillonnaient le plafond. « Comment ça se passe, chef ?» demanda-t-il. Rodriguez fit un geste vers les moteurs. « Prêt pour la vitesse de la lumière, capitaine, mais je travaille aussi sur autre chose. » Elle le conduisit à un établi où reposait un étrange appareil partiellement assemblé. Le docteur Davis lui envoya « Plan de disrupteurs soniques. Je pense pouvoir les améliorer. » Hayes prit un composant. « Comment ?»« En les combinant à notre technologie de bouclier, » expliqua Rodriguez, les yeux brillants d'excitation. « Au lieu de simplement projeter la fréquence dans un faisceau, nous pouvons en créer une bulle autour de nos vaisseaux. Tout vaisseau ravageur qui s'approcherait verrait son équipage paralysé. Cela fonctionnerait-il à travers leur bouclier ? Rodriguez acquiesça. Les ondes sonores fonctionnent différemment des armes énergétiques. Leur bouclier pourrait bloquer nos lasers, mais pas ces fréquences. Hayes posa le composant, impressionné. « Dans combien de temps ?»« Dans 36 heures, promit Rodriguez. « Peut-être moins. » L'interphone du vaisseau grésilla. Tout le monde se prépare pour le saut en orbite terrestre basse. Je répète, tout le monde. Tout le monde se prépare pour le saut en orbite terrestre basse. Hayes et Rodriguez s'approvisionnèrent en temps matériel tandis que le compte à rebours commençait. Par le petit hublot, Hayes pouvait voir les autres navires de la flotte se mettre en formation. « Chef, » dit-il doucement, « pensez-vous qu'on puisse gagner ? On n'a jamais affronté les ravageurs. » Rodriguez ferma un panneau et le verrouilla. « Capitaine, les humains ont passé des milliers d'années à se battre sur Terre. Puis nous avons combattu les rebelles de Mars, puis les pirates de Jupiter. » Elle se leva et le regarda droit dans les yeux. « Les ravageurs ont harcelé des espèces pacifiques incapables de riposter. Ils n'ont jamais rencontré quelqu'un comme nous. Les voyants d'alerte du vaisseau ont clignoté lorsque la propulsion FTL s'est enclenchée. Montrons-leur de quoi sont capables les habitants des mondes mortels, » a dit Rodriguez avec un sourire féroce, tandis que l'espace se tordait autour d'eux. Dans un éclair de lumière, la flotte terrestre disparut de l'espace humain, fonçant vers un monde bleu lointain et la bataille Killié qui l'attendait. La flotte humaine jaillit d'un voyage plus rapide que la lumière aux confins du système d'Azura. 12 vaisseaux de guerre, leurs moteurs bleus se détachant sur l'obscurité de l'espace, ralentirent pour retrouver leur vitesse normale.
Sur le pont du Thunderchild, le capitaine Hayes observait la scène. L'écran principal apparut alors que la lointaine planète bleue apparaissait. « Scanners longue portée actifs », signala l'officier Patel. Sa voix changea tandis que les données apparaissaient sur son écran. « Capitaine, nous avons la confirmation visuelle de la présence de 3 grands vaisseaux en orbite autour d'Azura. » Hayes se pencha en avant. « Montrez-moi. » L'écran zooma et révéla 3 vaisseaux massifs suspendus au-dessus du monde aquatique. Chaque vaisseau ravageur était au moins 2 fois plus grand que le plus grand vaisseau terrestre, le Sovereign. Sombre et anguleux, il ressemblait à des insectes métalliques géants. Des faisceaux bleus vifs s'étendaient de chaque vaisseau jusqu'à la surface de la planète, pulsant tandis qu'ils extrayaient l'eau des océans. « Des signes de vie sur la planète ?» demanda Hayes. Le lieutenant Miller vérifia ses relevés. « Des milliards, monsieur, concentrés dans les océans. Mais leur nombre diminue rapidement. » Il leva les yeux avec inquiétude. « Il meurt bus là-dessous. » Hayes tapota son panneau de communication. « Thunderchild à Sovereign. »« Amiral, voyez-vous cela ?» La voix de l'amiral Wilson résonna clairement. « Nous le voyons, capitaine. Tous les navires se mettent en position défensive. Préparez-vous à interpeller les vaisseaux ravageurs. » Les vaisseaux humains se déplaçaient avec une précision maîtrisée, formant une ligne courbe face à l'ennemi lointain. Le souverain prit la position centrale, ses imposants systèmes d'armes se déclenchant. « Ouvrez un canal vers les vaisseaux ravageurs », ordonna Wilson depuis sa passerelle. Toutes les fréquences. L'officier des communications Ward actionna sa console. « Canal ouvert, amiral. » Wilson se tenait droite, son uniforme impeccable, la voix ferme. « Ici l'amiral Kate, Wilson de la force de défense terrienne. Vous attaquez une civilisation pacifique. Cessez immédiatement vos activités de collecte et quittez ce système. » Un long silence régna. Puis un grincement rauque retentit dans les haut-parleurs, faisant grimacer plusieurs membres d'équipage. « On entend la traduction, » dit Ward. « Ce n'est pas très diplomatique, amiral. »« Dites Ward. »« Ce n'est pas très diplomatique, amiral, » dit Wilson d'un ton dur. « Soyez franc, officier, dit-on. La vermine terrestre n'est pas la bienvenue. Le monde des proies est revendiqué. Partez ou soyez détruits. » Wilson plissa les yeux. « Envoyez une réponse. Dites-leur que c'est leur dernier avertissement. » Avant que Ward ne puisse transmettre, des signaux d'alarme retentirent dans toute la flotte. « Ils lancent des chasseurs !» cria Taylor depuis la station tactique. « Des centaines. »« Au diable la diplomatie !» dit Wilson. « Position défensive de tous les navires. Lancez nos chasseurs, armes libres. » L'espace s'illumina tandis que de petits vaisseaux semblables à des flèches jaillissaient d'entre des vaisseaux ravageurs, se dirigeant avec une précision mécanique vers la flotte humaine. En réponse, des chasseurs humains s'élancèrent des vaisseaux ravageurs, se dirigeant avec une précision mécanique vers la flotte humaine. En réponse, des chasseurs humains, moins nombreux mais plus rapides et plus agiles, s'élancèrent des vaisseaux terrestres. Depuis le Thunderchild, le capitaine Hayes observait l'approche de la première vague de chasseurs ennemis. « Manœuvre d'évitement », ordonna-t-il. « Souvenez-vous de votre entraînement, ce ne sont pas des pilotes humains, ils suivent des schémas. » La bataille éclata dans des éclairs d'armes énergétiques et des explosions. Les pilotes humains formés sur Terre, avec sa gravité écrasante et son environnement exigeant, effectuaient des manœuvres qui tueraient la plupart des espèces extraterrestres. Leur style de vol imprévisible perturbait les chasseurs ravageurs, qui se déplaçaient en formation rigide. « Ils ne peuvent pas s'adapter », réalisa Hayes, en observant l'affichage tactique. « Leur programmation ne tient pas compte de notre style de vol. » Sur le Sovereign, l'amiral Wilson observa le même phénomène. « Ils n'avaient jamais affronté d'humains auparavant, » dit-elle au commandant Lee. « C'est notre avantage. » La première vague de chasseurs ravageurs s'abattit sur les défenses humaines, perdant de nombreux vaisseaux tout en infligeant des dégâts minimes à la flotte terrestre. Mais d'autres vagues se déchaînèrent depuis les imposants vaisseaux moissonneurs. « On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, » prévint Lee.
Ils sont trop nombreux, acquiesça Wilson. Chargez les disrupteurs soniques et préparez les équipes de secours. Il est temps de faire atterrir nos hommes. Le lieutenant Miller mena son équipe à la baie de la navette Thunderchild. 10 soldats en armure de combat des Marines vérifièrent leurs armes, tandis que Miller examinait une fois de plus son appareil de traduction. « Rappelez-vous, dit-il à l'équipe, nous ignorons à quoi ressemblent ces Lumari, ni comment ils réagiront face à nous. Notre mission est d'établir le contact et de commencer l'évacuation des civils. » Le sergent Dias, une femme trapue, aux mains agiles, attacha son casque. Et s'ils avaient peur de nous? Le Conseil répète depuis des siècles que les humains sont des monstres dangereux. Alors, montrons-leur que nous ne sommes pas des monstres, dit simplement Miller. Allons-y. 3 navettes décollèrent du Thunderchild, protégées par des chasseurs d'escorte, tandis qu'elles plongeaient vers la surface d'Azura. Les tirs ennemis les traquèrent, mais les pilotes humains, dotés de réflexes développés pour échapper aux prédateurs terrestres, se faufilèrent entre les faisceaux d'énergie. La navette de Miller s'enfonça dans l'atmosphère d'Azura, entre les faisceaux d'énergie. La coque se réchauffa tandis qu'il descendait vers le vaste océan. Les scanners indiquèrent une grande structure sous-marine près de la surface, une cité Lumari. Comment entrer à l'intérieur? Demanda Diaz en regardant l'eau infinie par les hublots de la navette. Miller désigna une ouverture circulaire apparue à la surface de l'océan. Je pense qu'il nous invite à entrer. La navette ralentit en approchant de l'ouverture, puis descendit dans une grande chambre. L'eau s'écoula, révélant une plateforme d'atterrissage métallique. L'air qui emplissait la chambre était lourd d'humidité, mais respirable. Casque sur les épaules, visière relevée, ordonna Miller. Qu'il voie nos visages. La porte de la navette s'ouvrit et Miller conduisit son équipe sur la plateforme extraterrestre. La salle était éclairée d'une douce lumière bleue qui semblait provenir des murs eux-mêmes. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis l'eau au bord de la plateforme se mit à luire. Des formes surgissaient de l'eau, vaguement humanoïdes, mais à la peau translucide, pulsant d'une lumière intérieure. Elles n'avaient pas de jambes, le bas de leur corps se rétrécissant en une queue flottante. Des mains à 3 doigts et de grands yeux expressifs complétaient leur apparence surnaturelle. Les Lumari étaient arrivés. Un Lumari s'avança, les motifs de sa peau passant d'un jaune prudent à un vert curieux. Il était plus grand que les autres, avec des marques élaborées suggérant son importance. Miller s'avança, son appareil de traduction prêt. « Je suis le lieutenant Ray Miller de la Terre. Nous avons reçu votre appel de détresse et sommes venus vous aider. » L'ancien Lumari, car c'était clairement de cela qu'il s'agissait, flotta plus près. Sa bouche resta immobile, mais des motifs lumineux parcoururent sa peau. L'appareil de Miller traduisit « Je suis l'ancien Taylor des Lumari. » Nous craignons que notre message soit perdu ou ignoré. Pas ignoré, lui assura Miller. Nous sommes arrivés aussi vite que possible. Notre flotte attaque les ravageurs, mais nous devons évacuer votre peuple. Les ravageurs assèchent vos océans trop vite. Les lueurs de Taylor virèrent au bleu inquiet. Évacuation. Mais nous sommes des millions à survivre. Nos navires peuvent en transporter des milliers à la fois, expliqua Miller. Mais il faut commencer maintenant. L'aîné hésita, observant les étranges créatures solides devant lui. Ces humains ne ressemblaient en rien aux Lumari, avec leurs corps durs et leurs étranges carapaces. Puis Miller fit quelque chose d'inattendu. Il sourit, dévoilant ses dents. Dans la majeure partie de la galaxie, montrer ses dents était considéré comme une menace. Mais les Lumari comprirent. Peut-être parce qu'eux aussi étaient une espèce ayant évolué pour communiquer par signaux visuels. Ils reconnurent la chaleur authentique dans l'expression humaine. La peau de Taylor se teinta de couleurs vives. Nous vous ferons confiance, vous, humains du monde de la mort. Nous n'avons pas le choix. Son comportement changea et il devint urgent.
Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur les ravageurs. Quelque chose que le Conseil a gardé secret. Là-haut, dans l'espace, la bataille faisait rage. Les vaisseaux humains subissaient des dégâts, mais en infligeaient en retour. Sur le pont du Sovereign, l'amiral Wilson reçut la transmission de Miller concernant les informations secrètes des Lumari. Son visage se durcit en entendant la vérité. Voilà pourquoi le Conseil ne l'a jamais aidé. Dit-elle doucement, appelez-moi le chef Rodriguez. Il est temps d'utiliser notre nouvelle arme. Le secret des ravageurs, expliqua l'ancien Telor, la peau parcourue de pulsations lumineuses pressantes, c'est qu'ils ne sont pas entièrement biologiques. Ils sont en partie mécaniques, avec des systèmes neuronaux qui peuvent être perturbés par des sons spécifiques. Lieutenant, les yeux de Miller s'écarquillèrent. Nous l'avions déjà découvert. Nos scientifiques avaient trouvé la fréquence, mais nous ignorions son fonctionnement. Le Conseil a découvert cette faiblesse il y a longtemps, poursuivit Taylor. Mais ils ne peuvent pas l'utiliser. La fréquence qui nuit aux ravageurs pourrait également nuire à la plupart des espèces du Conseil. Leurs voies neuronales sont trop similaires. Miller relaya rapidement l'information à la flotte. Dans la salle des machines du Thunderchild, le chef Rodriguez accueillit la nouvelle avec un sourire triomphant. « Je le savais », dit-elle au capitaine Hayes par radio. « Nos disrupteurs soniques sont prêts, mais avec cette confirmation, je peux les rendre encore plus efficaces. » Hayes hocha la tête. « Combien de temps ?»« 20 minutes, » promit Rodriguez. « Peut-être moins. » Au-dessus de la planète, la bataille avait atteint un point critique. 3 vaisseaux humains avaient subi de lourds dégâts, et les moissonneurs ravageurs avaient commencé à avancer vers la flotte, leurs armes massives chargeant. Sur la passerelle du Sovereign, l'amiral Wilson étudiait l'affichage tactique. Sur la passerelle du Sovereign, l'amiral Wilson étudiait l'écran tactique. « Rapport d'étape », exigea-t-elle. Commandant Lee essuya le sang d'une coupure au front, là où l'explosion d'une console l'avait blessé. Le Lawrence et le Phoenix sont gravement endommagés, mais continuent de combattre. Nos chasseurs ont détruit environ 30% de leurs petits appareils, mais nous sommes en train de perdre. Pilote et ses vaisseaux moissonneurs se mettent en position d'attaque. Un officier des communications annonça « Amiral, nous détectons de nouveaux vaisseaux entrant dans le système. » Wilson se tendit. « Des renforts de ravageurs ?»« Non, madame. Configuration différente. 5 vaisseaux en approche rapide. » L'écran principal montrait d'élégants vaisseaux argentés quittant leur voyage à vitesse supérieure à la lumière au cœur du système. Ils étaient plus petits que des vaisseaux humains, mais se déplaçaient à une vitesse impressionnante. « Ils nous appellent », rapporta l'officier des communications. « Passez-les », ordonna Wilson. Un visage apparut à l'écran, humanoïde, mais à la peau violette et aux yeux écarquillés. « Ici, le capitaine Venn des forces de défense de Tular. Nous avons surveillé les mouvements de votre flotte et suivi. Avez-vous besoin d'aide ?» Wilson haussa un sourcil. « Les Tular, vos conseillers. Pourquoi nous aideriez-vous ? » « Tous les conseillers ne sont pas d'accord avec la politique officielle, » répondit Venn. « Les Lumari ont demandé de l'aide il y a des semaines. Notre gouvernement a envoyé des pétitions pour intervenir, mais elles ont été bloquées par les espèces plus grandes. Nous avons donc décidé d'agir seuls. » Il marqua une pause. « Nous avons vu votre flotte bouger et avons pensé que les humains avaient peut-être la même idée. » Wilson observa le capitaine extraterrestre un instant, puis acquiesça. « Votre aide est la bienvenue, capitaine Venn. Mais sachez que nous déployons des disrupteurs soniques contre les ravageurs. La fréquence pourrait affecter vos équipages. »« Nous sommes prêts, » lui assura Venn. Contrairement aux autres espèces du Conseil, les structures neuronales des Talari sont suffisamment différentes pour résister à de brèves expositions si nous prenons des précautions. Nous avons emporté des équipements de protection. Alors, coordonnons notre attaque, dit Wilson. Envoyez votre officier tactique sur cette fréquence. Alors que les vaisseaux Tular rejoignaient le chef de bataille, la voix de Rodriguez parvint au système de communication du souverain.
Amiral, les disrupteurs soniques améliorés sont prêts. Déployez-les immédiatement, ordonna Wilson. À tous les vaisseaux humains, activez les boucliers soniques. À la surface, Miller et son équipe avaient commencé à évacuer les civils Lumari vers les navettes. Le processus était lent. Les Lumari se déplaçaient différemment dans l'air et dans l'eau, et beaucoup avaient peur de quitter leur foyer. « Il faut se dépêcher », dit Taylor à Miller, ses lumières indiquant le stress. « Mon peuple meurt à mesure que le niveau de l'eau baisse. » Miller hocha la tête, aidant un groupe de jeunes Lumari à monter dans la navette. « D'autres transports arrivent. Nous en sauverons autant que possible. » Son appareil de communication vibra. « Lieutenant, » dit Hayes, « l'attaque sonique est sur le point de commencer. Vous l'entendrez peut-être en bas, mais cela ne devrait affecter ni les humains ni les Lumari. »« Compris, capitaine, » répondit Miller. Un instant plus tard, un gémissement aigu emplit l'air, à peine audible par un humain. Les Lumari ne semblaient pas affectés, mais Miller remarqua que son équipe grimaçait légèrement. « Que se passe-t-il » demanda Taylor. « Notre contre-mesure contre les ravageurs », expliqua Miller. « Espérons qu'elle fonctionne. » Dans l'espace, l'effet fut immédiat et spectaculaire. Les chasseurs-ravageurs perdirent soudain leur formation, perdirent le contrôle ou se figèrent sur place. Sur les vaisseaux moissonneurs, les rayons d'énergie drainant les océans d'Azura vacillèrent et... « Mort, ça marche !» cria Taylor depuis la station tactique. « Leurs systèmes sont perturbés. » L'amiral Wilson se pencha en avant. « C'est notre chance. » Tous les navires concentrent leurs tirs sur le moissonneur de tête. Les équipes d'abordage se préparent au décollage. Les vaisseaux de guerre humains déversent un feu concentré sur le plus grand vaisseau ravageur. Ses boucliers vacillent sous l'assaut. Les vaisseaux Tular se joignirent à l'attaque, leurs armes augmentant le déluge. « Leurs boucliers sont baissés », rapporta Lee. Le visage de Wilson exprimait une détermination irrésistible. « Capitaine Hayes, votre équipe d'abordage est prête. » À bord du Thunderchild, Hayes mena une équipe de 20 marines jusqu'à la baie de lancement. Ils portaient une lourde armure de combat conçue pour résister à la gravité écrasante de la Terre, ce qui les rendait plus forts et plus rapides dans la gravité plus faible de la plupart des vaisseaux spatiaux. « Rappelez-vous, » leur dit Hayes en montant à bord de la navette d'assaut. « Les disrupteurs soniques ne fonctionneront qu'une quinzaine de minutes, le temps que les ravageurs s'adaptent. Nous devons atteindre leur centre de contrôle et y transférer le virus avant qu'il ne se rétablissait. » La navette s'élança, fonçant vers le vaisseau ravageur endommagé. Des armes de défense ponctuelles tirèrent sur eux, mais le pilote, fort de réflexes affinés dans les environnements dangereux de la Terre, se faufila entre les faisceaux d'énergie. « Impact dans 10 secondes !» cria le pilote. « Préparez-vous à l'amarrage !» La navette percuta violemment la coque du vaisseau ravageur, maintenue en place par des pinces magnétiques. Des outils coupants créèrent rapidement un point d'entrée. « Allez, allez, allez !» cria Hayes. Les marines humains se ruèrent dans le vaisseau ravageur, armes prêtes. À l'intérieur, ils découvrirent des couloirs illuminés d'un rouge intense, les armes prêtes. Les membres de l'équipage du ravageur gisaient au sol, agités de soubresauts sous l'effet de la perturbation sonique. « Ils sont en partie cybernétiques », observa un marine agenouillé pour examiner un ravageur tombé. L'alien était grand et mince, avec des composants métalliques visibles, intégrés à sa peau grise. « Soyez vigilants », avertit Hayes. « L'effet ne durera pas longtemps. » L'équipe se déplaça rapidement à travers le vaisseau, suivant le chemin que l'officier de renseignement Parker avait tracé à partir des données récupérées. Alors qu'ils approchaient de la salle de contrôle centrale, les premiers ravageurs commencèrent à s'agiter. « Ils s'adaptent », rapporta Hayes à la flotte. « Il faut se dépêcher. » La porte de la salle de contrôle était scellée. 2 marines déposèrent des charges explosives, tandis que les autres formaient un périmètre défensif. Les ravageurs s'élevaient maintenant à travers le vaisseau, leurs mouvements saccadés, mais de plus en plus coordonnés. « Feu dans le trou !» appela un marine.
Les charges explosèrent, ouvrant la porte. « Trou !» appela un marine. Les charges explosèrent, ouvrant la porte. Hayes mena la charge dans la salle de contrôle. 3 ravageurs, à l'intérieur, s'étaient déjà remis, levant leurs armes. Les marines tirèrent les premiers. Leurs réflexes avaient évolué pour échapper aux prédateurs terrestres, ce qui leur donnait un avantage décisif. « Salle de contrôle sécurisée », annonça Hayes en se dirigeant vers la console centrale. Téléversant le virus, il inséra un dispositif de données préparé par Parker. Il contenait un virus conçu pour se propager à travers les systèmes connectés du ravageur, perturbant leurs réseaux neuronaux même après leur adaptation à l'attaque sonique. « Téléchargement terminé », annonça Hayes après 1 minute tendue. « Sortons d'ici. » Alors que l'équipe battait en retraite vers leur navette, les alarmes retentirent dans tout le vaisseau ravageur. Hayes annonça après 1 minute tendue. « Sortons d'ici. » Alors que l'équipe battait en retraite vers leur navette, les alarmes retentirent dans tout le vaisseau ravageur. Les systèmes commencèrent à s'éteindre, les lumières vacillant. Amiral, Hayes appela le système de communication tandis que son équipe remontait à bord de la navette. Le virus fonctionne, leurs systèmes sont défaillants. Sur le Sovereign, Wilson observa le vaisseau ravageur infecté dériver. Le virus se propageait aux autres vaisseaux par leur liaison de communication. Tous les vaisseaux, concentrez votre feu sur le 2e moissonneur, ordonna-t-elle. Finissons-en. La flotte humaine et Tular concentra son attaque sur le 2e vaisseau ravageur. Ses défenses étant compromises par le virus, il ne put résister à l'assaut. Des explosions s'abattèrent sur sa coque. Le 3e vaisseau ravageur, constatant le sort de ses compagnons, activa soudain ses moteurs pour tenter de fuir. « Il court », observa Lee. Le visage de Wilson était sombre. « Pas aujourd'hui. Tous les vaisseaux poursuivent et détruisent. Nous ne pouvons pas les laisser appeler des renforts. » Les vaisseaux humains et Talari, plus rapides, rattrapèrent facilement le moissonneur en fuite. Sous leur assaut combiné, un vaisseau massif, se brisa dans une série d'explosions spectaculaires. Alors que les débris de la flotte ravageuse dérivaient dans l'espace, l'amiral Wilson s'autorisa enfin un petit sourire. « Prévenez le lieutenant Miller. Dites-lui que l'évacuation peut se poursuivre en toute sécurité. Les Lumari sont libres. » 3 jours après la bataille, le ciel d'Azura était rempli de vaisseaux, des transports humains ramenant les Lumari vers leur planète natale. Les ravageurs furent vaincus, leurs navires moissonneurs détruits, et le grand travail de reconstruction commença. Le lieutenant Miller, à la surface, se tenait aux côtés de l'ancien Taylor, au bord d'une vaste cité sous-marine. Le niveau de l'eau s'était stabilisé, ne baissant plus comme lors de l'attaque des ravageurs. Autour d'eux, les Lumari évoluaient dans l'eau et l'air, leur motif de peau exprimant un mélange de chagrin et d'espoir. « Nous avons perdu près de 30% de notre population, » dit Taylor, les lumières tamisées par le chagrin. « Nombre de nos plus anciennes villes ont été complètement vidées, mais grâce à votre peuple, nous survivons. » Miller hocha la tête, observant un groupe d'ingénieurs humains travaillant avec des scientifiques Lumari pour réparer un système de filtration d'eau endommagé. L'amiral a engagé la Terre à participer à la reconstruction. Nous resterons aussi longtemps que nécessaire. Le visage de Taylor prit une expression de gratitude formelle. Les Lumari n'oublieront jamais ce que les humains ont fait. Quand tous les autres nous ont abandonnés, l'espèce que la galaxie craint le plus est venue à notre secours. Miller sourit. Peut-être cette peur n'était-elle jamais justifiée. Une navette descendit du ciel et atterrit sur la plateforme près d'eux. La porte s'ouvrit et l'amiral Wilson en sortit, toujours vêtu de son uniforme malgré le bandage visible sur son bras, dû aux blessures subies pendant la bataille. « Amiral, » dit Miller en le saluant, « je ne vous attendais pas sur la planète. »« À votre aise, lieutenant, » répondit Wilson. « Je voulais voir cet endroit de mes propres yeux. » Elle se tourna vers l'ancien Taylor et lui adressa un signe de tête respectueux. « Ancien, j'apporte des nouvelles de l'espace. Le Conseil a envoyé une délégation
Il demande donc l'autorisation d'entrer dans le système. Les lumières de Taylor vacillèrent hors de surprise. Maintenant qu'ils arrivent, une fois le danger passé? Politique, dit simplement Wilson. Ils ne peuvent pas. Ignorez ce qui s'est passé ici. Voulez-vous que je les renvoie? Taylor resta silencieux un instant, ses pensées se perdant dans ses pensées. Non, laissez-les venir. Il est temps qu'ils affrontent ce que leur inaction a failli leur coûter. La délégation du Conseil arriva dans un grand vaisseau diplomatique, décoré et visiblement désarmé. Il s'amarra au souverain, dont la coque portait encore les stigmates des combats. Dans la salle de conférence du navire, l'amiral Wilson était assis avec le capitaine Hayes, l'ancien Taylor et le capitaine Venn du Tullard. Face à eux se trouvaient 3 représentants du Conseil. L'ambassadeur Loran, que Wilson avait déjà rencontré, un grand être ressemblant à un insecte présenté comme le haut ministre Crex, et une petite créature flottante nommée observateur Till. Le haut ministre Crex prit la parole le premier, son interprète traduisant son discours rauque. Le Conseil vous remercie pour votre intervention dans cette situation regrettable. Wilson haussa un sourcil. Situation regrettable? Les Lumari menacés d'extinction? Oui, oui. Un oubli regrettable dans nos protocoles d'intervention, dit Craig, les mandibules crispées. Mais le problème est résolu, et le Conseil est prêt à intégrer immédiatement les Lumari à notre dispositif de protection. La peau de l'ancien Taylor s'illumina de colère. Où était cette protection lorsque les ravageurs sont arrivés? Nous avons lancé des appels de détresse pendant des semaines. L'observateur Till flottait légèrement vers l'avant. Le Conseil délibérait sur la réponse appropriée. Les ravageurs présentaient des défis uniques en raison de leur configuration neuronale. Des défis que les humains ont surmontés en quelques jours, souligna le capitaine Venn, sa peau violette s'assombrissant d'émotion. Tandis que le Conseil siégeait dans un débat interminable, la Terre envoya son ambassadeur de flotte. Loran s'éclaircit la gorge. Quoi qu'il en soit, la situation a mis en lumière certaines considérations que le Conseil souhaite examiner. Il se tourna vers l'amiral Wilson, notamment au sujet du statut de la Terre dans la société galactique. Wilson croisa les bras. « Je vous écoute. » Le Conseil est prêt à offrir à la Terre le statut de membre à part entière, déclara formellement Loran. Votre espèce a démontré à la fois des capacités technologiques et, contre toute attente, un sens des responsabilités éthiques. Le capitaine Hayes s'est battu pour garder une expression neutre. La Terre, qui cherchait à devenir membre du Conseil depuis des générations, s'est battue pour conserver une expression neutre. La Terre avait sollicité son adhésion au Conseil pendant des générations, mais essuyait des refus répétés. Les humains étaient jugés trop dangereux, trop imprévisibles. Et qu'impliquait cette adhésion? Demanda Wilson avec prudence. Accès aux routes commerciales du Conseil, échanges technologiques, représentation dans la gouvernance galactique. Loren commença à énumérer les avantages. Wilson leva la main pour l'arrêter et les conditions. Crexy se déplaça, mal à l'aise. Conformité standard au protocole de défense du Conseil. La Terre devrait intégrer son armée au cadre du Conseil, sous commandement central. « Je vois », dit Wilson. Elle regarda Hayes, puis Taylor et Venn. Nous abandonnerions donc notre force de défense indépendante, celle-là même qui a sauvé les Lumari, lorsque vos protocoles les ont trahis. Les protocoles ont été mis à jour, lui assura rapidement Loren. De tels oublis ne se reproduiraient plus. Wilson se leva et rajusta son uniforme. Ambassadeur, haut ministre observateur, j'apprécie l'offre du Conseil, et la Terre l'examinera attentivement. Son regard se durcit légèrement, mais pas comme des suppliantes, cherchant à être admises dans votre club exclusif. Si la Terre rejoint le Conseil, elle sera sur un pied d'égalité, notre armée étant intacte. Les mandibules de Crex claquèrent rapidement, comme s'il s'agissait d'un choc ou d'une indignation. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le processus. C'est maintenant, dit simplement Wilson. Attaquez. Les mandibules de Crex claquèrent rapidement, comme s'il s'agissait d'un choc ou d'une indignation.
Ce n'est pas ainsi que le processus fonctionne. C'est désormais le cas, dit simplement Wilson. La galaxie est en train de changer. Les ravageurs sont vaincus. Les Lumari vont reconstruire. Et les humains ont prouvé que nous ne sommes ni les monstres que vous craigniez, ni les serviteurs que vous attendiez. Observateur. La petite silhouette de Teal vibrait d'une lueur qui aurait pu être amusée. L'amiral Wilson a des arguments pertinents. Les procédures du Conseil mériteraient peut-être d'être revues. 2 semaines plus tard, le Thunderchild s'apprêtait à retourner sur Terre. La majeure partie de la flotte humaine était déjà partie, ne laissant derrière elle que des vaisseaux de secours et des ingénieurs pour participer à la reconstruction d'Azura. Sur le pont d'observation du vaisseau, le capitaine Hayes et le lieutenant Miller observaient la planète bleue en contrebas. La première délégation Lumari partira pour la Terre le mois prochain, annonça Hayes. Ils établiront une ambassade, la première d'une longue série d'espèces non membres du Conseil, à chercher à établir des relations directes avec nous, je suppose. Miller acquiesça. Après ce qui s'est passé ici, la nouvelle s'est répandue. La Terre a défendu les Lumari alors que le Conseil refusait. Cela change la donne. Cela change tout, approuva Hayes. L'amiral Wilson affirme qu'au moins 15 mondes indépendants ont déjà contacté la Terre pour établir des relations officielles. Il sourit légèrement. Apparemment, être un dangereux mort-monde n'est pas si mal quand on utilise ce danger pour protéger les autres. L'interphone du vaisseau s'activa. Le capitaine Hayes, sur la passerelle, se préparait au départ. Alors qu'il se retournait pour partir, Miller demanda « Pensez-vous que nous rejoindrons le Conseil un jour ?» Hayes s'arrêta à la porte. « À nos conditions, peut-être. Mais je crois que quelque chose de plus important se prépare. » L'amiral avait évoqué une alternative. Une alliance de mondes fondée sur la défense mutuelle et l'action concrète, et non sur des débats sans fin. Il haussa les épaules. Quoi qu'il arrive, la galaxie ne sera plus jamais la même. Sur Azura, l'ancien Taylor nagea dans les eaux du lac sacré fraîchement réapprovisionné. Au-dessus, il pouvait voir le dernier vaisseau humain s'apprêter à partir, ses moteurs luisant dans le ciel qui s'assombrissait. Près de lui, un groupe de jeunes Lumari s'entraînait à faire l'étrange geste de la bouche qu'ils avaient appris des humains, ce sourire qui, d'une certaine manière, traduisait l'amitié entre les espèces. Au centre du lac, des ouvriers posaient la dernière pierre d'un nouveau monument. Une sculpture imposante représentant une main humaine et une main Lumari tendue l'une vers l'autre, entourée des noms des vaisseaux humains et des membres d'équipage qui avaient combattu pour Azura. La peau de Taylor brillait d'une lumière bleue solennelle, tandis qu'il prononçait les mots qui seraient gravés au pied du monument. Des mots dont son peuple se souviendrait pour les générations à venir. Quand l'obscurité s'abattit sur nous et que l'espoir semblait perdu, nous appelâmes les sauveurs les plus improbables, les humains de la terre, les habitants du monde de la mort, les êtres dangereux. Et ils répondirent, « Souviens-toi toujours de cette force sans toi. La compassion n'est que destruction, mais la force guidée par la compassion peut sauver des mondes. » Alors que le vaisseau humain disparaissait dans les étoiles, regagnant son monde étrange et hostile, Taylor comprit que l'univers avait fondamentalement changé. Les espèces que la galaxie redoutait le plus étaient devenues ses protecteurs les plus inattendus. Et ce n'était que le début. La fin